NXT Halloween Havoc ce dimanche dernier, le 27 octobre. Et je me suis mis ça en background en train de faire du montage du dernier épisode. Parce qu'il fallait que. C'est ça me prenait un peu de temps. Fait que j'ai mis le Halloween Havoc à côté. Puis j'ai pu voir un peu tout ce qui se passait. Puis regarder la carte au complet. Fait que je fais un petit review de ce NXT Halloween Havoc. C'était-tu un bon? C'était-tu un pas bon? C'était un moyen. C'était pas le meilleur. NXT Premium Live Event. J'ai une question. Ouais. Est-ce que. Puis je commence avec ça parce que ça fait partie là, du setting du show. Le stage, y avait-tu quelque chose de spécial à la Halloween Havoc? Parce que moi, là, mon souvenir là, de Halloween Havoc, c'était le stage à la WCW, tout le côté là, spooky, très gimmick, très thématique Halloween. Là, donc, il était dans l'aréna où ils font Raw de lundi dernier. On tourne lorsque Raw est présentement en train de jouer. Donc, c'était un setup classique de lutte. Fait au niveau du ring en tant que tel ou autour du ring, ça c'était classique. Mais l'entrée, il y avait quand même garoché beaucoup de décorations d'Halloween. On avait également, parce que c'est un peu le concept d'Halloween Havoc, avoir des gros matchs gimmicks où on fait tourner une roue. Puis là, selon elle tombe sur quoi, ça devient la stipulation du match. Fait que lors des dernières semaines, il y a des roues qui sont faites tourner. Fait que t'as un peu cette roue-là qui est sur le stage. T'avais un match ambulance qui va arriver. Fait qu'on avait une ambulance genre cercueil qui était également sur le stage. C'est plus un cercueil qu'une ambulance, en fait. Il avait mis une croix, fait que ça devenait une ambulance. Et c'était pas mémorable, tu sais, c'était pas haute voltige, mettons, comme un spectacle à WWE en haut. Et c'était j'oserais pas dire cheap, mais c'était pas digne de tes souvenirs, mettons, d'un Halloween Havoc. Fait que on a plus été dans les promos là. Il y avait beaucoup d'effets d'Halloween dans les matchs promos. Genre avec l'espèce de truc de 3D là. Genre 3D puis comme les personnes méchantes leur mettaient des masques puis genre les raisons pourquoi il y avait ce match là, c'était tout un peu lugubre. Fait que ça ressemblait à ça. Puis également le poster très inspiré un peu de zombies puis en noir et blanc avec le jaune qui ressort. Fait que, écoute, si on reparle de la lutte, cependant, il y a 2 matchs, moi, que j'ai appréciés. L'entièreté du pay-per-view, je pense que c'était pas mal un 6.5. 6.5, 7 sur 10. Fait que pas très moyen, mais 2 matchs qui, selon moi, valent un petit peu plus la peine. Fait que, et c'était les 2 premiers, un peu bizarrement. Je trouvais que le positionnement de la carte est un peu bizarre. Le premier, c'est le fun quand c'est bon. Là. Fait que le premier, c'était Tony D'Angelo, qui était le champion pour la ceinture nord-américaine, contre Obafemi, qui tentait de regagner sa ceinture dans attention le jeu de mots, Tables, Ladders and Scares match. Fait que, ça prend des affaires épeurantes. Exact, ça prend des affaires épeurantes, mais finalement, c'était un TLC normal. Fait que, il y a un peu de stock, là, mais c'est surtout, on s'est beaucoup concentré sur les tables et les échelles. Un petit peu d'affaires spooky, mais beaucoup. C'était un match très spot-fest, ok? Fait que si vous aimez ça, là, les spots, les gros mouvements, on s'entend au Bafemi, il est immense. Il est pas petit non plus, Tony D'Angelo. Fait que voir 2 gros messieurs qui se pitchent sur des échelles, qui pètent des échelles, qui pètent des tables, c'était quand même le fun pour ça. Ça revolait, là, ça se pitchait un et l'autre. On a utilisé également une espèce de patte, pas une patte de. Non, une sorte de crowbar là, pour se faire des soumissions. Fait qu'on utilisait ça également. Évidemment, comme je sais pas si tu suis le produit de NXT, mais Tony D'Angelo, il a sa famille. Parce que c'est un peu un genre un peu la mafia, le Don de la NXT. Fait que il était pas là, mais à un moment donné, ils sont popés. Fait que là, pour venir l'aider contre Obafemi. Ça permettait également de justifier un peu la future défaite d'Obafemi parce qu'il dominait quand même ce match-là jusqu'à l'arrivée. Là, il a comme teasé qu'il allait peut-être attaquer la demoiselle dans l'équipe, mais lorsqu'il tease de venir l'attaquer, il est comme sur le bord des cordes et il reçoit un spear à travers les cordes et tombe sur une échelle qui avait été installée là un peu plus tôt dans le match. Spear de D'Angelo sur Obafemi. Les 2 tombent sur l'échelle qui tenait un peu en pont là, entre la table des commentateurs et le bord du ring. Fait que, un gros spot qui était le spot du match, ça lookait, ça revolait. Et c'est ce qui permet de faire renverser la vapeur et donner la victoire à Tony D'Angelo qui garde son titre
qui avait gagné dans le dernier mois. Mais là, c'était-tu un match TLC qu'il faut que tu ailles chercher la belt en haut? Non, c'est ça. C'était pas. Fallait. C'était ça? Écoute, je me souviens plus. Oui, je pense que c'était ça. C'était ça? Je me souviens plus. Parce que non, il me semble que ça finit sur un pin. Pour moi de savoir si Femi s'est fait piner 2 fois. Non, il s'est fait piner, oui. Non, il se fait piner, il se fait passer à travers la table, puis il se fait piner. Fait que, ouais, fait que c'était pas un TLC classique. C'est pour ça qu'ils disent Table, Ladders and Scares. On avait le droit d'utiliser pas mal tout, là, puis il n'y avait pas vraiment de règles là, en tant que telles. Là. Fait qu'on pouvait se battre partout. C'était un ODQ, en gros, pas mal. C'est ça. Fait que, ouais, non, il s'est fait piner, mais passer à travers une table, puis aidé par l'entièreté de la famille. Fait que c'était comme un peu un 4 contre 1 là, à la fin. Puis c'est ça. Le booking, je pense, de Mofemi, lorsqu'il va monter, là, éventuellement, je l'assoirais, moi, clairement, soit très gentil, avec un top face, ou un top heel. Mais là, la manière qu'il est booké, il est comme semi-tweener cool, tu sais. Fait que, on s'entend, c'est comme... Puis même chose pour D'Angelo, il est comme le gentil méchant, mais la foule d'NXT est particulière, là, parce que on dirait qu'ils suivent beaucoup ce que la foule répond. Fait que quand quelqu'un aime un lutteur, même s'il est méchant, on dirait qu'ils le mettent. C'est un petit peu moins le cas du côté des femmes. C'est un peu plus clair qui est la gentille, qui est la méchante. Mais on dirait dans ce match-là, les deux étaient semi-tweener. Puis je trouve que ça y va pas super bien à Obafemi. Je pense que c'est plus payant si tu le mets clairement méchant ou clairement gentil. Fait que peut-être ma petite critique de niveau de booking. Mais sinon, le match était bien. Deuxième match, qui était mon match de la soirée. Fait que si vous avez juste un match à aller trouver, à aller regarder, c'est le match féminin en équipe. On avait d'un côté, et là c'était vraiment comme des stars un peu internationales, là, les prochaines, là, toutes les prochaines madames quand ils vont monter à la WWE, ça va être ils vont tourner autour des titres. Fait qu'on a Julia ainsi que Stephanie Baker qui a fait un bref passage côté de la All Elite Wrestling, mais qui a finalement décidé de signer à la WWE. Et Julia qui a fait une bonne partie de sa carrière à la New Japan, qui est en équipe. Parce qu'ils ont comme eu un match, de ce que j'ai compris, ils ont eu un match ensemble, et là, c'était un match très relevé, puis à la fin, mais ils se respectaient, puis on dit on fait une équipe pour aller affronter de l'autre côté les méchantes Roxanne Perez et Cora Jade. Cora Jade que je connais un petit peu moins, mais qui a été mis dans cette position-là. Et vraiment un excellent match, parce que ça fait longtemps que j'aime Roxanne Perez, mais que je martèle que la compétition à NXT est vraiment en dessous de ses capacités, ce qui fait que souvent elle est mise dans une position un peu pour carrier les matchs, pour semi-jobber, mais c'est elle la championne, mais elle n'est pas mise avec des partenaires que ça se danse bien, là, fait que souvent des gens qui ont moins d'expérience. Mais là, d'amener Julia puis d'amener Stephanie Baker, ça donne deux adversaires qui ont énormément d'expérience, qui sont ultra solides dans le ring. Et toutes les différentes séquences où ces trois femmes-là sont dans le ring, là, c'est ultra solide. On a une espèce on a du bon tag team quand même, là, de Julia et Stephanie Baker, alors que c'est deux solos, mais ils font beaucoup de mouvements en tag team à l'intérieur du match. Fait que c'est quand même intéressant aussi ce qu'on nous présente. Fait que on attaque les méchantes, on fait des beaux dropkicks. Julia elle a un excellent dropkick missile là, de l'extérieur, de la troisième vers la personne qui est dans le ring. Roxanne Perez, elle sell comme ça n'a pas de bon sens également. Une bonne face pour seller également, Roxanne. Stephanie Baker, il fait une espèce de springboard saut qui revole en saut sur la personne. Là. C'est super impressionnant également. C'est des mouvements qu'on voit pas beaucoup de femmes faire, là, un peu à la Will Ospreay. Mais là, quand tu vois une femme le faire, on dirait que c'est ça, tu le vois pas souvent, c'est super impressionnant. Et encore une fois, ça saute sur la petite Roxanne Perez qui l'attrape comme si elle était Nia Jax là, pour la protéger. Elle est tellement bonne, Roxanne Perez, pour pas blesser personne dans le ring, puis elle est excellente. Des beaux finishes également. Julia, il y a comme on dirait que je suis comme... Il y a des fois que je l'aime, des fois que je l'aime pas. Dans ce match-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Fait que c'est un de ces bons matchs que je l'ai vu. Là. On dirait que ça fonctionnait bien. Je sais pas s'il faut qu'elle soit mise avec des gens de talent pour ressortir. Parce qu'on dirait que quand je la voyais contre des gens un petit peu plus faibles à NXT, je trouvais qu'elle avait l'air moins bonne. Mais tu sais, c'est juste parce que son adversaire était moins capable de bien la vendre ses coups. Parce qu'elle a quand même des mouvements impressionnants. Des beaux sauts là, de la troisième, des gros souplex de la troisième en Dragon. Puis finalement, c'est les gentils
qui remportent, avec Julia et Stephanie Baker, qui remportent la bataille. Les vétéranes. Les vétérantes. Et c'est ça, écoute, c'était vraiment le fun. Et par la suite, ben là, il y a comme eu quelque chose d'un peu spooky est arrivé. Parce que les lumières, ils ferment. Et là, on a Zarya, que je connais pas, mais qui est une lutteuse en Australie. Une lutteuse australienne, ouais. Ouais, une lutteuse australienne qui est très powerhouse, là, tu sais, un peu une version de... ouais, une genre de version monstre qu'on n'a pas vraiment non plus là, sur la division féminine, là, mais très bâtie, très forte. Et là, elle est dans les loges après le match. Fait que c'est un peu un message pour dire vous êtes les prochaines à passer sur mon passage. Fait que probablement dans le prochain mois, on aura un clash entre toutes ces bonnes lutteuses-là. Puis c'est le fun parce que ça donne encore des nouvelles partenaires de danse à Roxanne Perez qui, pendant un long bout, là, était pas mal tout seul à prendre la division féminine de NXT. C'est ça, là, on build vraiment un peu plus la division féminine au top là, de la NXT. Puis justement, la lutteuse australienne, il y avait eu quelques vignettes de elle à NXT dans les dernières semaines. Là. Je ne l'ai pas vu lutter, mais de ce que j'ai entendu parler, c'est quelque chose pour vrai. Là. En ce moment, là, justement, avec Julia, Stephanie Baker, puis elle qui se joignent à NXT, Roxanne Perez et Cora Jade, avec leur âge, sont encore des recrues, mais sont capables d'en faire beaucoup. T'sais, ça, là, ces 5-là, là, je dirais c'est comme les 5 prochaines grosses stars. À quel moment que ça va arriver, je ne sais pas. Combien de temps est-ce qu'on va garder ce monde-là à NXT? Je ne sais pas non plus, mais par contre, l'avenir est très prometteur au niveau de la division féminine de la NXT et donc de la WWE par la suite. Vraiment. Puis je suis content qu'on amène ce nouveau 109-là parce que ma crainte, c'était qu'il y ait un peu un plafonnement du côté de Roxanne Perez parce qu'elle n'avait plus grand-chose à apprendre mettons, depuis WrestleMania. Moi, j'aurais espéré qu'elle fasse le saut. Mais là, en amenant des nouvelles lutteuses de talent comme Julia, comme Stephanie Baker, je suis comme, OK, ça redonne un second souffle à son règne de championne, puis ça lui permet de faire des bons match-ups pour permettre de continuer de se développer. Parce que c'est le fun quand t'es la personne qui aide, mais quand t'as justement tes débuts vingtaine, puis t'es la personne qui est mise dans le poste de vétérante, ben il y a Bayley qui a été placé dans cette situation-là là, à un moment donné, où tout le monde avait monté, puis là, Bayley était toute seule à NXT pour essayer de prendre en charge tout le monde. Elle avait bien fait, mais j'avais peur qu'on fasse la même chose un peu avec Roxanne Perez. Fait que j'espère que le plan à long terme, c'est que quand on va la faire monter, on la met dans des dispositions d'affronter les lutteuses au haut de la carte et non pas la faire perdre un peu dans le milieu de la carte. Et puis ça est capable de monter, mais avec toutes les autres qui sont excellentes également, mais ça va faire un bon mid-card de jeunes prometteuses. Puis qui sait, peut-être éventuellement, un titre mid-card à la WWE du côté féminin, parce que je pense que c'est la ceinture qui manque encore. Ce qui manque, oui. Fait que ça permettrait de donner un peu plus de spotlight à cette division-là du côté de la WWE. Prochain match, écoute, un match un repackaging de Ridge Holland qui maintenant arrive avec un masque. Moi, je trouve qu'il y a comme un peu une vibe Brock Lesnar là, dans son attitude là, in-ring. Là. Fait que ça fait vraiment changement de quand il était mis avec Pete Dunne et Sheamus. Fait que on le push vraiment en solo. Puis là, il affronterait Andrew Chase de Chase U University. Un match ambulance. D'ailleurs, bravo à M. Chase qui avait pour l'occasion un gilet à la Freddy pour rappeler que c'est l'Halloween. Fait que c'était comme ça un gilet classique, mais là, cette fois-ci, il était un peu carotté. Ben, pas carotté, mais tu sais, comme Freddy Krueger. Vous voyez à l'écran, ça ressemble à quoi pour ceux qui sont sur YouTube. Fait qu'un beau petit costume pour lui avec Chase U. Et écoute, ça n'a pas révolutionné la lutte, là, ce match-là. Fait que, il y avait une grosse rivalité entre les deux. Là. C'était un turn de Ridge Holland sur le Chase University quelques semaines. Puis là, c'était le retour de Andrew Chase. Ça n'a pas levé. C'était correct. J'ai vraiment hâte de voir on va faire quoi avec Andrew Chase lorsqu'il va monter. Parce qu'il est comme un peu dédié à être du low card dans le personnage qu'il a. Mais il est vraiment beaucoup apprécié à l'intérieur du public d'NXT. Fait que c'est ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire. J'ai l'impression que ça va être du low card puis cher à canon. Sinon, il va falloir qu'il se repackage. Mais en même temps, son look fait que ça fonctionne quand même, là, le nerd qui va à l'université.
Fait qu'il y aura peut-être quelque chose. Son micro, il est pas non plus les plus extraordinaires, son acting non plus. Fait que j'ai l'impression, peut-être que je vais me tromper, mais pour l'instant, il n'y a rien que je suis comme ça va marcher en haut. J'ai pas de grands espoirs pour lui, mais peut-être qu'il me fera mentir. Puis Ridge Holland, au contraire, je trouve que repackaging qui fonctionne en ce moment. Je trouve qu'il a l'air d'une menace. Je trouve qu'il pourrait devenir un gros powerhouse mid-card si éventuellement on le remonte en haut pour aller affronter différentes personnes. Puis ça y va bien, ce rôle-là là, de gars un peu fou. Puis tout ça. Fait que on a des spots classiques de match d'ambulance. Fait que on sort un instincteur de feu d'en face. On se bat à coups de kendo stick dans le ring. On fait des Russian leg sweep avec des kendo sticks. Écoute, c'est pas mauvais, c'est juste ça révolutionne rien. Un gros mouvement. Ouais, c'est ça, rien de nouveau. Gros mouvement sur la table des commentateurs. Puis par la suite, ben là, on prend Monsieur Chase et on le met dans le derrière du corbillard qui était pour l'occasion une ambulance. Fait que c'est ça. Ça a fini comme ça. Et par la suite, Ridge Holland, tout le long du pay-per-view, décide d'aller teaser la table des genres. C'est pas les commentateurs, mais il y a comme une table qui vient faire le pont entre les matchs. Et il y a Bubba Ray qui est là. Puis il vient tout le temps interrompre Bubba Ray, Ridge Holland. Puis là, Bubba Ray, il fait son Bubba Ray. Puis il fait genre là, t'arrêtes de venir m'interrompre parce que la prochaine fois, tu vas le regretter, tout ça. Fait que on y vient, mais je l'explique là parce que ça a une importance plus tard dans le pay-per-view. Bon, j'ai hâte déjà. Ouais. Prochain match, c'était un match de. Je savais là, c'est classique, là, les jeunes rookies de NXT ben, qu'on met dans des belles positions. Fait que on a Kelani Jordan qui est championne de l'Amérique du Nord, féminine, l'Amérique du Nord, qui malheureusement, elle a mal spiné la roue lors de NXT de la semaine parce qu'elle est tombée sur un gauntlet match. Ah, c'est pas bon, ça? C'est pas très bon, non, parce qu'elle va devoir se battre contre 3 adversaires pour défendre sa ceinture, back-à-back, fait que 3 matchs, et si elle remporte ces 3 matchs-là, va être... OK. Ouais, ben ça veut gagner. C'est pas un gauntlet classique, là. Fait que c'est... Okay, ben c'est un peu ça, un gauntlet, c'est... Tu bats la première, une deuxième personne qui arrive jusqu'à temps qu'on se rende à la fin. C'est juste qu'elle, elle commence. Casino Gauntlet, le monde s'accumule. C'est pour ça que... Non, exact. Le monde s'accumule pas, fait que c'est vraiment un match à la fois. Et là, comme par magie, c'est contre un clan qu'elle se prend en plus. Fait que, un clan que je connais pas, mais c'était Fallon Henley, Jasmine Nix. Je pense. Ouais. Et Jasmine Nix et JC Jane. Fait que, écoute, un match gauntlet, ça passera vraiment pas à l'histoire. Kelani Jordan est comme à beaucoup de potentiel qu'on voit, mais c'est pas très fluide encore. Elle mérite encore peut-être une autre année au moins là, à NXT pour surtout au niveau de la face qu'elle fait là, son acting est encore du côté mettons d'une acrobate ou d'une si vous regardez les Jeux Olympiques là, ce qui se passe au niveau des gens qui revolent dans les airs là, tout ça là, ils ont comme des faces qui forcent puis tu sens qu'ils forcent, mais en lutte c'est comme l'inverse, il faut comme ça paraisse pas que tu forces puis ça paraisse pas que t'atterris à quelque part ou que tu t'inquiètes de la personne avec qui tu vas sauter. Il faut tout le temps que tu sois incarné, même si tu es là pour protéger tes adversaires et que tu lances. Puis souvent, ça apparaît dans la phase de Kelani Jordan que oh là, je suis pas à la bonne place, ou oh là, j'ai manqué mon saut. Fait que c'est ça. Écoute, le premier des matchs, c'est contre Jasmine Nix. Ça n'a pas duré longtemps, petit 4 minutes, et Kelani Jordan la bat. Fait qu'elle poursuit, elle, le match. Elle la bat avec un 450 splash. Ce mouvement-là, elle le fait bien, cependant. Fait que petit move. Ensuite, elle s'en va sur Jessie James, la deuxième. Jessie James, elle reçoit un peu le reste du moveset de Kelani Jordan, si vous la connaissez pas. Fait que, elle est très high flyer quand même. Et elle se fait surprendre par un genre de petit paquet, mais en pont. Fait que remporte la victoire. Le deuxième match comme ça. Et finalement, comme par magie, c'était la chef de l'autre clan, Fallon Henley, qui était la troisième. Et là, évidemment, 3 matchs de suite, on est fatigué, tout ça. Puis là, en plus, il y a ces 2 autres amis qui sont à l'extérieur, qui viennent déranger le match. Ça, je me demandais, il reste-tu? Ils n'ont pas intervenu dans le deuxième, mais dans le troisième, là, les 2 ont intervenu. Fait que là, ça a déconcentré Kelani Jordan qui devait aller faire le ménage sur le bord du ring, tout ça. Puis là, ça permettait à Fallon Henley de remporter le match et de devenir la nouvelle championne avec ses copines. De la North American Championship. Rien d'incroyable, évidemment. Mais après le match, qu'est-ce qui s'est passé?
il s'est passé que les lumières ont encore fermé. Et là, c'est Zarya, pour une deuxième fois dans le match, qui a fait sentir sa présence sur la division féminine. Fait que, elle est venue faire des spears à tout le monde, toutes les méchantes. Fait que je pense qu'on va l'amener comme une gentille powerhouse. Fait qu'elle a intervenu suite au... On l'a vu apparaître suite aux 2 matchs de ceinture féminine. Fait qu'on Exactement. sait pas qui qu'elle vise encore. Exact. Everybody's on notice. Exactement. D'après moi, elle va peut-être avoir un personnage qui va venir semer le chaos dans cette division-là. Fait qu'il va venir attaquer à tout le monde. C'est pour ça, un peu booking, un très booking powerhouse monstre. Là. Puis, le look qu'elle a également, je pense que ça fait ça. Fait qu'on l'a vu brièvement lutter. Quand même impressionnante comme madame. Là. Est-ce que ça ressemble à Jordynne Grace un peu? Jordynne Grace est un petit peu plus forte, mais dans le même style. Là, très, très puissante. Puis, quand elle fait ses mouvements, ça a l'air de faire mal. Ça a l'air de rentrer au poste. Fait que, c'est la nouvelle arrivée du côté de NXT. Une madame qui est de l'Australie. Finalement, on avait le main event. Trick Williams contre Adam Page. Une fin de rivalité qui dure depuis 3 mois déjà. On a eu la victoire un peu surprise d'Adam Page qui a gagné contre Trick Williams dans un match à plusieurs. Wow, il tombe évanoui puis il gagne le pin de cette manière-là. Là, eux, ils ont tiré dans la roue le Devil's Playground match. Fait que, tous les trucs d'Halloween qu'on n'avait pas encore utilisés dans le décor au début, mais là, c'est dans ce match-là que ça passe. Beaucoup d'armes qui sont utilisées également. En gros, c'est un match sans disqualification. Là, fait qu'on utilise une citrouille, entre autres. Fait qu'on prend une citrouille, on la met sur la tête d'Ellen Page, on lui donne un coup de pied dans la face à la citrouille, avec un petit bout de comédie. On prend des poubelles à l'extérieur également. On se bat dans la foule à l'extérieur. On pitch le monde sur des chaises. On prend une espèce de sac un peu à la Chris Jericho. C'est quoi qu'il y a dans le sac? C'est des tacs? Non, c'est des boulons, ce coup-là. Fait qu'on met plein de boulons dans le ring. On lance également Adam Page, monte sur les marches à l'extérieur et fait son genre de Razor Ramon de lui-même et lance Trick Williams sur la table des commentateurs pour la péter. Et là, est-ce qu'on va tout le long du match l'espèce de... Est-ce que Trick Williams va être capable de souffrir, là, parce qu'il est vendu très fort, fait que c'était comme le lien qu'on essayait de faire. Là. Est-ce qu'on va enfin être capable de voir une petite craque dans l'armure un peu indestructible de Trick Williams? Et oui, évidemment, un moment donné, on lui a donné, il s'est fait un bleed dans la bouche, et puis il crachait du sang tellement que ça lui a fait mal un des mouvements. Fait que c'était l'histoire qui était racontée dans ce match-là. Et au final, ben, ça finit dans des coups de pelvis, mon gars. Les deux, ils se donnaient des coups de pelvis, let's go. T'as mon gars un coup de pelvis, t'as mon gars un autre coup de pelvis. Fait que c'était comme une fin weird. Parce que comme ils se prenaient des grosses voyons, les marches dans le ring. Puis là, tiens, toi. Puis là, après l'autre, tiens, toi. Fait que finalement, une fois qu'ils ont fini par se donner des coups dans le pelvis, Trick Williams a enchaîné avec son finisher. Puis il a gagné le match de cette manière-là. Fait qu'une fin, écoute, c'était vraiment bizarre. Parce qu'il y avait beaucoup de moments dans le match que c'était comédie, mais dans une ceinture du monde, tu sais. Fait que c'était comme... il y avait comme un petit changement de ton un peu bizarre dans le match. On s'entend, il est très bon, là, Adam Page, pour vendre ses faces. Tu sais, quand il reçoit son coup de pelvis, la face qu'il fait, c'est du très bon acting, tu sais. Il perd toute sa vie devant lui, là, puis il a donc mal, tu sais. Puis, mais c'est ça. On dirait que c'était comme une fin bizarre. Un peu un booking weird. Surtout pour un main event, là, finir ça de cette manière-là. C'est un peu bizarre. Une genre de... c'est bizarre. Et là, c'est là que Ridge Holland décide qu'il intervient après le match. Fait que il arrive, il pète tout le monde. Et là, Adam Page... Il pète pas tout le monde, en fait. Il pète Trick Williams. Et là, Adam Page, il est comme, on se met ça en équipe pour le péter. Fait que c'est bon, on se met en équipe, commence à se battre. Et là, qui arrive pas, Bubba Ray, qui s'est fait gosser tout le long par Ridge Holland, vient péter la gueule aux deux, à Ridge Holland ainsi qu'à Adam Page. Et le prochain pay-per-view de NXT va se faire à Philadelphie dans la fameuse arena. Ouais, ça j'ai vu, ouais. Fait que d'après moi, mon petit nez me dit que ça va être un match en équipe, Bubba Ray et Trick Williams contre Adam Page et Ridge Holland. Fait que on va revoir, écoute, Bubba Ray, Dudley se battre dans la cinquantaine quand même. Je sais pas à quel point. Il est encore capable. Au micro, assurément. Dans la dernière année, il se battait encore à TNA. Donc, tu sais,
encore capable. C'est sûr que, bon, on le connaît aujourd'hui comme étant une des voix de Busted Open. On le voit pas autant lutter qu'avant, mais le fait qu'il se réintègre un peu subtilement à la WWE, ça me surprend pas, tu sais. Il avait arbitré à WrestleMania là, le match, le Street Fight qu'il y avait eu. Puis là, tu sais, je sais qu'il est encore très proche de la WWE, donc l'inclure dans un pay-per-view de NXT à Philadelphie. Ben, ça peut revendre des billets. J'aime ça. Non, j'aime l'idée. Puis le mettre en équipe également, ben, ça fait qu'on le protège un peu. On s'entend que Chuck Williams va prendre le gros des bumps et Bobby Roode va probablement se coller une table un moment donné puis faire un powerbomb d'une table avec une page. Fait que, écoute, je pense que c'est un petit bonbon qu'on donne à la ville de Philadelphie. Puis je voulais revenir sur ce que tu dis, tu sais, Trick Williams est une page. Je sais pas pour toi, mais moi, présentement, je trouve pas que c'est le meilleur main event duo de NXT. Là. Tu sais, j'embarque pas énormément dans Trick Williams. Je sais qu'il est très over, mais personnellement, c'est pas tant mon genre. Ethan Page, oui, c'est un bon personnage. On le connaît depuis longtemps. Il a été All Elite, il a été TNA. Mais je sais pas si c'est tant hot que lorsqu'on avait Carmelo Hayes qui est encore là. Même Carmelo Hayes contre Trick Williams, je pense que c'était meilleur que ce qu'on a présentement. Actuellement. Écoute, je sais pas. Je suis assez d'accord, on dirait. Puis c'est pour ça que la construction du match est très mise sur justement essayer de donner de la couleur au personnage de Trick Williams parce qu'on le met dans cette position-là parce qu'il est ultra over. Mais c'est un peu un couteau à double tranchant quand t'es over à NXT parce que la foule t'adore. Mais c'est-tu vraiment ça, la vraie réalité, quand tu vas monter en haut? Là, on dirait que c'est ça souvent en humour aussi, là, on a ça. Là. Il peut arriver une situation comme ça où tu es très apprécié dans un contexte particulier, puis dans une bulle particulière où c'est tout le temps les mêmes gens qui reviennent et qui te voient, mais que si tu sors pas de tes pantoufles, tu n'es pas confronté à monsieur, madame, tout le monde qui connaissent pas qui t'es, connaissent pas ce que tu fais. Fait que, est-ce que ça va être ça avec Trick Williams? Je sais pas. Il look. C'est très difficile. Ethan Page, bizarrement, moi je l'ai quand même apprécié à travers ce run-là. Moi j'aime son acting. Je trouve qu'il y a quelque chose à donner lorsqu'il va peut-être éventuellement monter en haut au niveau d'un. C'est ça, tu sais, un genre de mise, là, tu sais, quelqu'un qui est bon pour vendre. Est-ce que j'y crois comme champion du monde éventuellement? Peut-être pas. Mais pour un titre mid-card ou pour être un peu de la chair à canon de méchant pour faire monter un gentil en haut de la carte, je pense qu'il peut faire son bout. Peut-être également, va peut-être être mis dans une situation comme Chelsea Green un peu, parce qu'il y a beaucoup de talent comique. J'ai l'impression qu'Ethan Page serait plus relevant sur le main roster qu'à NXT, puisqu'on le connaît tellement déjà que j'ai l'impression qu'il pourrait faire quelque chose d'un peu plus intéressant en montant déjà sur le main roster. Fait que, mais je pense qu'il ne restera pas très longtemps. Justement, le fait d'avoir donné un court règne puis là de le faire perdre, d'après moi, il ne restera pas un an. Il vient tout juste d'arriver il y a quelques mois. Je pense qu'il ne fera même pas un cycle d'un an. Puis d'ici WrestleMania, il va monter. Là, si c'est pas tout de suite après WrestleMania. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, à apprendre. Il est vraiment là, plus en faire valoir pour les autres recrues un peu plus. Là, fait que des Trick Williams, des Obafemi, justement. Fait que peut-être, justement, je pense que ça sera un bon match-up, Obafemi et Ethan Page. Parce que Obafemi, au niveau du micro, bon, c'est pas encore tout là, puis Ethan Page, ça l'est plus. Fait que, écoute, j'ai hâte de voir, ça s'en va vers où. Mais là, clairement, ça va vers Ridge Holland, là. Trick Williams puis Ridge Holland éventuellement. Mais Trick Williams, à quel point je sais qu'il est apprécié, tu sais. Il y a comme le support de beaucoup de vétérans. Fait que peut-être qu'il est comme un peu un leader positif aussi dans ce locker room-là. Mais je suis d'accord qu'il y a de quoi qui. Je sais pas. Il y a de quoi, moi aussi, que j'accroche pas encore à 100%. On doit cependant être les deux seuls parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup, Trick Williams. Oui, non, tout à fait, là, c'est sûr. Fait que, bref, ça ressemblait à ça, le match, le Halloween Havoc. Fait que dites-nous si vous l'avez écouté, qu'est-ce que vous en avez pensé. Quel match vous avez le plus aimé. Puis si jamais il y a quelque chose que vous n'êtes pas d'accord, ben, n'hésitez pas également à nous le dire dans les commentaires.